Quand Jean Birnbaum, que je remercie vraiment beaucoup pour cette invitation, et évidemment aussi toutes les personnes qui ont contribué à organiser cette rencontre. Donc quand Jean Birnbaum m'avait parlé de cette question de l'ennemi, et notamment il m'avait parlé de cette idée jamais sans mon ennemi, eh bien ça m'avait fait penser à une question qui était difficile et à laquelle je n'avais pas a priori de réponse. J'avais quelques intuitions, mais pas de réponse définitive. Et cette question elle-même, elle était liée à deux points. L'un qui est une réflexion philosophique et l'autre qui est un événement d'actualité, mais un événement aussi historique. Alors tout d'abord, cette question que je voudrais développer avec vous de la manière la plus franche, sincère et sans faire de détour, elle est la suivante. C'est une question qui est très simple. Sommes-nous responsables de notre ennemi? Elle est simple dans sa formulation, mais elle n'est pas simple dans les réponses auxquelles on pourrait l'aborder. Alors, comme je vous le disais, j'avais en tête une idée philosophique, une sorte de point de départ, qui est celle d'un philosophe avec lequel je ne suis pas d'accord, mais pour lequel j'éprouve une profonde sympathie. Et le deuxième point, c'est une question, comme je vous disais, d'actualité, qui fera histoire. Là, eh bien, sommes-nous responsables de notre ennemi? Sommes-nous responsables de l'autre? Eh bien, il y a on pourrait considérer, comme certains le font, que dans une relation à l'autre, eh bien, il y a une relation de visage à visage. Alors moi, je vous vois assez peu, mais je scrute tout de même vos visages, et dans la relation dans cette relation va se lire sur votre visage quelque chose de notre relation. Et d'une certaine manière, dans le visage de l'autre, on voit notre responsabilité. Et alors, nous serions responsables au nom de la réaction que l'on voit sur ce visage, eh bien, de ce que l'on dit, de ce que l'on fait. Cette idée, eh bien, elle vient d'un philosophe de la morale bien connu qui s'appelait Emmanuel Lévinas. Je ne suis pas d'accord avec cette vision de la responsabilité, mais cette idée existe. Elle est là, et en même temps, elle vient d'un philosophe qui est tout à fait estimable. Alors ensuite, par association d'idées, eh bien, il y a une version dérivée et vulgaire avec laquelle Lévinas ne serait sans doute pas d'accord, qui dirait, ben voilà, dans une confrontation, eh bien, voilà, je sais pas, imaginons un automobiliste qui insulte un cycliste. Le visage du cycliste est perturbé, mais le cycliste tue l'automobiliste. Qui est responsable? Est-ce que nous sommes responsables de cet acte commis par le cycliste? Il l'a bien cherché. Lévinas ne serait pas d'accord, mais tout de même, enfin, dans cet échange de deux visages, se joue une question de responsabilité. Et ensuite, il y a un deuxième point, toujours à propos de cette responsabilité de l'autre, c'est, eh bien, à l'échelle collective, que se passe-t-il? Est-ce qu'un État peut être lui-même responsable de l'invasion de son territoire? Et en sciences politiques, il y a des personnes qui, vraiment, de manière très rationnelle, vous diront que si l'Ukraine ne s'était pas rapprochée de l'OTAN, l'Ukraine n'aurait pas été envahie par la Russie. Alors, ça c'est une explication. Mais de cette explication, vous pouvez en tirer un jugement normatif, éventuellement. Vous pourriez dire que, d'une certaine manière, l'Ukraine est responsable de son invasion. Je ne le pense pas. Mais c'est quelque chose, nous pourrions être amenés à penser de la sorte. Alors, le deuxième élément, cette fois-ci plus factuel, est un élément, comme je vous disais, d'actualité, une actualité qui fera histoire, un point extrêmement délicat, débattu. Et je pense que dans un débat comme celui-ci, enfin, sur l'ennemi, sur la guerre, il est difficile de s'extraire de l'actualité, quand bien même elle est douloureuse, quand bien même il y a beaucoup d'avis, et quand bien même elle donne lieu à des débats qui eux-mêmes peuvent être violents, ce qui, à mon avis, est regrettable, mais c'est le cas. Cette question d'actualité, à laquelle me faisait penser à la fois la question de l'ennemi et sommes-nous responsables de notre ennemi, c'est la question du 7 octobre, de ce qui s'est passé en Israël, et de la guerre à Gaza. Il y a certaines critiques d'Israël
notamment dans la plainte qui a été adressée par l'Afrique du Sud à la Cour internationale de justice à La Haye en janvier 2024, qui n'est pas la même chose que la Cour pénale internationale dont nous avons beaucoup entendu parler cette semaine, qui est une plainte contre des individus. Là, il s'agit de la plainte contre un État, la Cour internationale de justice. Eh bien, dans cette plainte que je vais commenter, dans le deuxième temps de ma présentation, eh bien, Israël est présenté comme une puissance coloniale, le Hamas comme un mouvement résistant, et finalement, ce qui se passe à Gaza se trouve dans un continuum dont le point de départ est l'origine des relations entre Palestiniens et Israéliens. Et d'une certaine manière, la thèse, à mon avis, implicite dans cette plainte, c'est que Israël serait responsable de son ennemi, responsable de qui il est et responsable de qui il fait. Et c'est cette idée-là que je vais développer, que je voudrais commenter avec vous, avec franchise, je pense, sincérité, et nous verrons, si vous avez des questions, ce dont nous pourrons débattre. C'est donc une question difficile. Mais parfois, eh bien, il faut poser non seulement les questions difficiles, mais les questions qui dérangent, mais les questions qui vous dérangent. Moi, j'aime pas d'ailleurs tellement l'expression je vais poser les questions qui dérangent, parce qu'en général, c'est d'abord pour dire des banalités, et puis aussi c'est pour poser des questions qui dérangent les autres, mais qui ne vous dérangent pas vous-même. Là, c'est une question qui me dérange, très sincèrement, mais plutôt que de se cacher la face, de se voiler la face, parlons-en. Et donc, voilà, je voudrais parler de cette responsabilité par rapport à l'ennemi, vis-à-vis de l'ennemi. Ce n'est pas la même chose, justement. Dans cette relation d'inimitié, eh bien, il y a différentes modalités. Et pour cela, je voudrais donc aborder 3 points, en partant de ce qu'il y a de plus classique dans la responsabilité dans la guerre. Eh bien, je vous présenterai finalement un certain nombre de règles qui appartiennent aux lois de la guerre, où il est question de responsabilité au nom des actes au nom de ce que l'on fait, au nom de nos actes. Ensuite, je parlerai justement de cette responsabilité de l'ennemi à partir de la question de la critique d'Israël je répète à nouveau, à la Cour internationale de justice, et de la responsabilité éventuelle de l'ennemi. Et ensuite, dans un 3e temps, je parlerai des responsabilités politiques dans des relations d'inimitié, ce qui est à nouveau différent. Ce sont 3 façons différentes d'aborder les questions de responsabilité. Alors, le premier point, c'est la question de la responsabilité dans le contexte des lois de la guerre, très classiques. Ces lois de la guerre, vous en entendez parler tous les jours. Que vous soyez spécialiste, non spécialiste, peu importe, tous les jours, vous avez dans les journaux des nouvelles qui se rapportent à ces règles et à l'interprétation et à l'application de ces règles. Donc c'est une tradition qui est très ancienne, qui est centenaire, que l'on pourrait faire remonter au XVIe ou XVIIe siècle, et même éventuellement en amont de cela. On appelle ça la tradition de la guerre juste. Et dans cette tradition, il y a un principe qui est fondamental, c'est que nous sommes responsables de nos actions. Chacun est une entité politique majeure et elle est responsable de ses actions. Il y a 2 règles très importantes dans la guerre, c'est les règles de distinction et les règles de proportionnalité. La distinction, qu'est-ce que cela veut dire, ou appeler discrimination? C'est que dans la guerre, vous ne pouvez cibler que des combattants. Vous ne pouvez pas cibler intentionnellement, vous ne pouvez pas tuer intentionnellement, c'est ce mot-là qui est fondamental, des civils. Vous devez faire la distinction entre l'un et l'autre. En complément de cette règle, il y a la règle de proportionnalité qui vous dit que justement, lorsque vous tuez non intentionnellement des civils, vous devez mettre en balance la mort de ces civils avec l'avantage militaire que vous poursuivez. C'est une règle qui est logiquement complexe et dont l'application est encore plus complexe. La valeur de ces morts civiles ne doit pas excéder la valeur de l'avantage militaire poursuivi.
Il y a conflit ensuite des interprétations parce que chacun ne fait pas le même calcul du prix de la vie, justement comme le disait Jean Birnbaum. Et donc ces deux règles sont centrales dans l'application des lois de la guerre. Et ce qu'elles disent, c'est qu'il y a un principe de responsabilité de ce que nous faisons. Ce qu'elles disent aussi, c'est qu'une guerre est régulée dès lors que chacun s'emploie à suivre ces règles-là. Il y aurait donc alors un principe de réciprocité. J'applique ces règles, tu appliques aussi ces règles. Et de cette manière-là, qu'est-ce que cela implique? Eh bien, cela implique que l'on peut combattre. On peut se tuer. Mais on peut se tuer, mais en appliquant des règles. Songez à un match de boxe, par exemple. C'est le même principe. Ça ne veut pas dire que la guerre va être évitée. Ça veut dire qu'elle sera au contraire rendue possible, mais en évitant une montée aux extrêmes, en évitant le carnage, en tuant, mais en sachant qu'on aurait pu tuer bien davantage. C'est ça, ce principe de responsabilité et de réciprocité dans un combat entre pairs, P-A-I-R-S. Alors, maintenant, dans quel monde vivons-nous? Et ça, c'était fait pour réguler des combats entre États qui partagent, même s'ils sont ennemis, un minimum de référents communs et de règles. Que se passe-t-il aujourd'hui dans un contexte qu'on pourrait de manière assez générale appeler des guerres asymétriques, c'est-à-dire des guerres qui opposent des combattants qui ont des statuts qui sont différents, asymétrie. En règle générale, ce sont des combattants justement dont les capacités sont très différentes les uns des autres, le fort, le faible. Ce sont des combattants aussi qui revendiquent obéir à des règles qui sont très différentes, qui sont donc asymétriques. Et ce sont des règles où il y a une absence de réciprocité. Chacun combat différemment, avec des capacités différentes. Alors, voilà, nous avons tous en tête ce qui s'est passé le 7 octobre 2023. Le Hamas, le faible par rapport à Israël, le fort, au vu de ses capacités, a voulu causer la plus grande destruction possible qu'il pouvait causer, compte tenu de ses moyens. Je pense qu'il n'aurait pas pu faire pire, tout simplement parce que ses moyens étaient limités. Et qu'en est-il du droit de la guerre? Le Hamas n'a pas violé les lois de la guerre. Le Hamas a nié les lois de la guerre. C'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il a fait exactement le contraire de ce que ces lois de la guerre disent qu'il faudrait faire. C'est-à-dire qu'il n'a fait que tuer intentionnellement des civils, il n'a fait que cibler des personnes pour les violer, et lorsque les civils n'étaient pas tués, ils ont été pris en otage. Ça, ce n'est pas simplement enfreindre des lois, c'est faire exactement le contraire de ce que ces lois-là, et également ensuite, quand il utilise des boucliers humains. Donc le faible massacre le fort à la limite de ses possibilités. En retour, vous le savez, donc se déroule aujourd'hui, depuis plus d'1 an, 13 mois, 14 mois, une guerre terrible qui a occasionné un nombre de morts qui est bien supérieur au nombre de morts qu'a occasionné le 7 octobre. 1200 morts le 7 octobre, aujourd'hui à peu près 43 000 morts et des centaines de soldats, 43 000 morts à Gaza, des Palestiniens, et des centaines aussi de soldats israéliens qui sont morts. Donc d'après les chiffres du Hamas, qui semblent tout à fait plausibles, 43 000 morts palestiniens jusqu'à maintenant, et suivant les estimations d'Israël, à mon sens aussi plausibles, parmi ces 43 000 morts, 2 tiers sont des civils. 1 tiers des combattants, 2 tiers des civils. Donc une situation terrible qui a marqué tout le monde et bien au-delà d'Israël. Vous voyez toutes les réactions dans le monde entier, partout. Il y a des guerres partout. Il y a presque 1 million de morts entre Russie et Ukraine. Très peu de gens parlent de la vie des Russes et des Ukrainiens. En revanche, Gaza, Israël, tout le monde en parle. Parlons-en. Alors, quelle est la responsabilité du fort? Je ne vais même pas traiter de la question de la responsabilité de la vache. Je vais me concentrer sur la responsabilité du fort, puisque c'est ça qui fait polémique.
Et alors, je voudrais donc, à partir justement de cette plainte qui a été amenée par l'Afrique du Sud à la Cour internationale de La Haye, voir comment s'articule un certain nombre de raisonnements autour de la responsabilité du fort. Ce qui me frappe beaucoup, c'est cette idée que donc le Hamas, un ennemi d'Israël, eh bien, très souvent, eh bien, c'est quelque chose qui intervient à l'université aussi, c'est un raisonnement que beaucoup de mes collègues partagent. Eh bien, c'est cette idée que cet ennemi est construit comme un terroriste. Il est désigné comme tel, il est mis à cette place-là. Le nommer, c'est le construire. Et d'une certaine manière, à ce moment-là, on est responsable de qui il est, puisqu'on le nomme déjà. C'est ça le point de départ. Les Palestiniens que le Hamas défend sont structurellement des victimes, et le Hamas devient quoi? Un mouvement résistant. Et le Hamas appartient à la gauche globale. Donc il y a une intellectuelle américaine qui est bien connue, je ne sais pas si vous la connaissez, mais qui s'appelle Judith Butler, qui est très populaire en France, qui nous dit que le Hamas fait partie de la gauche globale. C'est un mouvement de résistance. Et ce sont les termes qu'elle a employés avant, après. Enfin, bon. Et donc, le fort est responsable. Le fort est responsable puisque, eh bien, on résiste face à lui. Et le résistant prend ses armes. Résistant a une connotation morale qui est très forte, très très forte. Vous avez le droit de résister, vous avez le droit de prendre des armes. Et donc le 7 octobre, c'est une prise de ces armes face au fort. À la Cour internationale de justice, alors chacun est libre d'avoir ses opinions, et en même temps, quand on a des opinions, il faut discuter des présupposés normatifs liés à ces opinions. À la Cour internationale de justice, ce qui est très troublant, il y a cette idée que, eh bien, le fort Israël n'a pas le droit d'utiliser la force à Gaza, parce que le fort est puissance occupante. Et donc, en tant que puissance occupante, c'était comme s'il s'agissait de son territoire, il ne peut pas envoyer l'armée. Dans cet argumentaire, eh bien, il y a cette idée que ce qui se passe à Gaza se trouve dans un continuum dont le point de départ est l'origine des relations entre Israël et les Palestiniens. Il n'y a plus de guerre. Vous vous trouvez dans un continuum de l'oppression coloniale. Et qu'est-ce que cela signifie? C'est que le fort est responsable de cette situation et il est responsable de son ennemi. Il n'y a plus de recours aux lois de la guerre. C'est ça qui est très important. Vous ne trouverez aucune référence aux lois de la guerre et au droit international humanitaire. Ce que vous trouverez, c'est l'accusation en droit international de crime de génocide. Cela ne correspond pas aux logiques du droit de la guerre. Et Israël se trouve là, responsable de son ennemi. Et ce qui est très gênant politiquement et philosophiquement, parce qu'après tout, nous sommes dans une conférence de philosophie, c'est que, eh bien, alors même le point de départ, c'est l'ennemi, mais on est responsable de cet ennemi, mais cet ennemi est une victime, et il est un résistant, et il est mis à cette place-là. Il n'y a plus de responsabilité de la part du Hamas. Le Hamas devient à ce moment-là une sorte de mineur politique. Et ce raisonnement-là, eh bien, je suis responsable de mon ennemi parce qu'il est ma victime. La victime a des circonstances atténuantes. Nous ne sommes plus dans un contexte de guerre. Et cet argumentaire-là, et évidemment, on peut parler d'éventuels crimes de guerre et de crimes de guerre commis par Israël. On peut absolument en parler. Mais philosophiquement, ce raisonnement qui est très populaire dans le sens où beaucoup de gens y adhèrent, eh bien, ce raisonnement est très problématique du point de vue de sa logique. Et en même temps, je souhaitais soulever cette question parce qu'elle est là en filigrane ou explicitement dans beaucoup de discussions à propos de ce qui se passe à Gaza. Alors, troisième point,
Alors, je vous ai parlé des lois de la guerre, du droit international humanitaire. Je vous ai parlé de cette deuxième vision en termes de crimes de génocide qui n'est plus lié à la guerre. Comment faire? Est-ce qu'on peut se limiter aux lois de la guerre, celles dont je venais vous parler? Est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'il y a des responsabilités politiques dans la relation d'inimitié qui sont en amont ou en aval du droit de la guerre? Et donc, finalement, le droit de la guerre aurait des limites. Oui, sans doute. On ne peut pas se limiter à ces lois-là. Il y a des responsabilités. Il y a une responsabilité politique qui est de deux ordres. C'est une responsabilité qui n'est pas juridique, qui n'est pas morale et qui est spécifiquement politique. Et elle est de deux ordres. Elle a lieu en amont et en aval. C'est une responsabilité qui est tout d'abord une responsabilité politique positive, qui est celle d'éviter de se faire des ennemis et d'éviter le conflit, susciter l'entente. Et ça, les deux parties en présence ont massivement failli à cette règle de responsabilité. La deuxième responsabilité est une responsabilité en aval. Chaque guerre terminera. C'est un principe historique, il n'y a pas de règle de guerre éternelle. Mais ensuite, il y aura des responsabilités politiques. Il y aura des responsabilités politiques de susciter des nouveaux partenariats. Il y aura une responsabilité politique qui est celle, de créer des liens avec... Les deux sociétés doivent créer des liens l'une avec l'autre. Il ne s'agit pas de créer des liens avec l'ennemi, justement. Il s'agit de créer des liens avec les personnes que cet ennemi disait ou croyait représenter. Ce que je veux indiquer ici, c'est que, et c'est une question philosophique qui n'est pas simple, il y a beaucoup de discussions aujourd'hui à l'université à propos de cette question, c'est le lien entre ces différentes formes de responsabilité. Est-ce que ce qui se passe dans la guerre est lié à ce qui a eu lieu avant la guerre et ce qui aura lieu après la guerre? Moi, ce que je voudrais vous dire ici, c'est qu'il y a différents registres de la responsabilité, mais que chacun a une spécificité et on ne peut pas les penser comme dans une sorte de continuum où tout est dilué. Ces règles-là, elles doivent être appliquées de manière précise et circonscrite. Et elles s'ajoutent les unes aux autres. Alors, en conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est que dans cette responsabilité dans la guerre, nous avons des responsabilités vis-à-vis de l'autre partie. Chaque partie a une responsabilité vis-à-vis de l'autre partie. Et on est responsable de ses actes. Mais on n'est pas responsable de ce que la personne est en face de vous. Les personnes qui combattent sont majeures. D'ailleurs, c'est une des règles de la guerre, les mineurs ne doivent pas combattre. Et si un groupe combat, c'est qu'il se donne une majorité politique. Et donc, on est responsable vis-à-vis de l'autre, et on porte une très grande responsabilité politique qui est celle de prévenir l'inimitié. Et pour cela, il faut y réfléchir évidemment beaucoup. Quand il y a des rivalités, quand il y a des tensions, désamorcer un conflit, c'est une responsabilité énorme. Et à ce moment-là, c'est pas jamais sans mon ennemi, c'est jamais l'ennemi, quoi. Il faut désamorcer, justement, cet ennemi en devenir. C'est-à-dire s'adresser à des personnes qui, a priori, ne doivent pas devenir des ennemis. Et ensuite, le deuxième point, c'est la responsabilité vis-à-vis du futur partenaire. À nouveau, les guerres ne sont pas éternelles et il faut identifier ses partenaires. Alors, la situation en Israël et à Gaza est tragique. Elle est tragique parce que, très honnêtement,
il est très difficile de voir quelle pourra être une solution. Moi, je suis quelqu'un de plutôt optimiste dans la vie, mais je dois dire que je suis là dérouté. En même temps, une façon d'être optimiste, c'est de penser à des guerres du passé qui ont été, du point de vue du nombre de morts qu'elles ont occasionné, bien plus tragiques. Pensez à la Deuxième Guerre mondiale. Et qui aurait imaginé en 1945 que des États qui se sont entretués, les Alliés ont commis des crimes de guerre monstrueux, l'Allemagne nazie a commis un génocide atroce, eh bien, comment aurait-on pu imaginer que des sociétés qui avaient été marquées par cette inimitié barbare, eh bien, que ces sociétés aient pu trouver un terrain d'entente? Et donc, l'histoire peut nous donner cet espoir, et où on voit des États recomposés qui entretiennent des relations avec leurs anciens ennemis. Et c'est justement, c'est sur ce point que je voudrais terminer, c'est que cette responsabilité vis-à-vis de l'ancien ennemi, eh bien, se joue dans ce moment de bascule, qui est celui de la responsabilité vis-à-vis du monde futur, et qui est le sens propre de la responsabilité au nom des conséquences de nos actions.